Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec, comme chaque semaine, mes co-présentateurs, Laura Fortes. Bonsoir Laura. Bonsoir Aliou. Tierno Souleymane Diop-Niang. Bonsoir Tierno. Bonsoir Aliou. Tout à l'heure, en seconde partie, nous allons recevoir M. Abdelkader Diarra qui viendra nous parler de la nouvelle pièce qu'il met en scène qui s'intitule Jungle, ainsi que le poète slammer Khadim Bambadja, qui viendra nous présenter son recueil de poèmes intitulé Poésie et prophétie. Et tout de suite, nous allons recevoir un titulaire d'un doctorat en études africaines. Il est enseignant-chercheur vacataire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il publie aux éditions Artige l'essai intitulé Cheikh Ibrahima Fall, itinéraire de l'homme d'action de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous recevons Dr Doudou Mané Diouf. Nous allons également recevoir un entrepreneur actif et autonome malgré son handicap. Il est le directeur de publication du magazine Handimag dédié aux personnes handicapées. Nous accueillons M. Massata Faye. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, docteur Diouf. Nous allons commencer par vous. Vous venez nous présenter cet ouvrage, cet essai qui s'appelle Cheikh Ibrahima Fall, itinéraire de l'homme d'action de Cheikh Ahmadou Bamba. Il est né en 1855, décédé en 1930, qui est vraiment un ouvrage majeur vraiment dans le domaine parce que Cheikh Ibrahima Fall est un personnage qui m'a beaucoup intéressé et à chaque fois qu'on reçoit quelqu'un qui écrit sur lui, je me dis est-ce que je vais apprendre quelque chose de nouveau? Donc j'avoue que quand j'ai vu votre ouvrage, je me suis dit mais est-ce qu'il pourra m'apprendre quelque chose de nouveau? Mais à chaque fois, on en apprend vraiment, vraiment vraiment des choses très très intéressantes et on se dit mais comment on a pu ignorer tout ça depuis le temps en fait? C'est un personnage fascinant vraiment qu'on n'arrête pas de connaître et de mieux connaître et moi ce qui m'intrigue toujours, je me dis à quel moment on est passé du véritable Cheikh Ibrahima Fall à ce personnage qu'on nous a dépeint depuis qu'on est jeune, qu'on nous a présenté comme quelqu'un, je ne sais pas, parfois à la limite, voilà, à la limite de quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. À quel moment, je ne sais pas si vous avez réfléchi, c'est vrai que c'est un domaine, c'est votre domaine de prédilection parce que je pense que vous avez fait une thèse dessus. À quel moment, peut-être d'après vos recherches, vous pensez que on a viré du personnage réel au personnage fictif, je dirais? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Merci beaucoup, M. Ndiaye, pour m'avoir invité à cette émission. Je suis avec beaucoup d'intérêt. Je dis bonjour aussi à vos collègues qui sont là. C'est vrai que votre question est très pertinente. Et c'est une question que se posent beaucoup de personnes. Parce qu'en fait, on a deux facettes du personnage. Absolument. N'est-ce pas? La première facette, c'est la plus connue. Celle d'un Cheikh Ibrahima Fall, zélé, n'est-ce pas? Qu'on nous peint parfois comme un homme, n'est-ce pas, donc qui n'a pas toutes ses facultés mentales. Et on a cette autre facette que j'ai essayé de montrer à travers mon livre. La première facette renvoie à Cheikh Ibrahima Fall. Quand il a rejoint Cheikh Ahmadou Bamba à Mbacké Kadior en 1888 pour faire son allégeance, de Mbacké Kadior, ils sont partis vers Mbacké Bawol. De Mbacké Bawol, ils ont fondé Darou Salam. Darou Salam, c'est la première ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba. Absolument. De Darou Salam, il est parti à la quête de Touba. Il a fondé Touba en 1888. Donc, durant cet itinéraire-là, de Mbacké Kadior à Touba, Cheikh Ibrahima Fall était là pour travailler pour la communauté mouride.
C'était son rôle. Parce que quand il a fait son pacte d'allégeance, il a fait comprendre à Cheikh Ahmadou Bamba que lui, il est venu pour se mettre au service de Cheikh Khadim, par le travail, ce qu'on appelle la khidma. Donc il a passé tout son temps à travailler dans les champs, à tel point qu'il ne prenait plus soin de lui. C'est de là que sont apparus ce qu'on appelle communément chez les Wolofs les Ndjagne, les dreadlocks, parce qu'il ne prenait plus soin de lui. C'est de là qu'est apparu ce qu'on appelle les Ndjakhas. Tout cela parce qu'il était totalement consumé par ce travail consacré à Dieu, consacré à Cheikh Ahmadou Bamba. Donc c'est cette image-là qu'on a de Cheikh Ibrahima Fall globalement. Dans l'imaginaire collectif, c'est cette image-là que nous avons. Mais ce qui est paradoxal, sans vous couper, c'est que cette partie est une partie tellement intime, je dirais, parce que beaucoup de gens ne l'ont pas vu vivre ça. Parce que si dans l'imaginaire populaire, c'est ce qu'on garde, on se pose la question, qui c'est qui a propagé cette image que personne presque n'a vue. Parce que, comme vous le dites dans votre ouvrage, c'était un cercle restreint, assez restreint de disciples. Et à un moment donné, certains sont partis quand il leur a dit que bon, maintenant, je suis sur une autre voie. Et comme vous l'avez bien rappelé, c'est même Cheikh Ibrahima Fall qui a insisté pour lui dire, ben, maintenant, je pense que c'est l'heure. Comme ses disciples, ils se comportent avec vous d'une manière qui, à mon avis, n'est pas la bonne manière. Il faut leur dire quelle est votre mission, ce que vous avez à faire, et que, voilà, et moi, je leur montre comment on doit se comporter avec vous. Je veux dire, c'était un cercle restreint qu'il a vu œuvrer pendant cette période-là. Et pourquoi, après tout ce qu'il a fait, le personnage qu'il est devenu, qui a duré, je veux dire, beaucoup plus longtemps, pourquoi on ne garde que cette partie-là? Oui, parce que cette partie est beaucoup plus mise en évidence par ce qu'on appelle la tradition orale. Absolument, ça c'est vrai. Ce qu'on appelle chez les Moutes les Waktan Kat. Voilà, c'est ce qui raconte l'histoire de Cheikh Ibrahima Fall. Ils mettent beaucoup plus l'accent sur ce passage-là. Et c'est ça qui n'est pas très compréhensible, à mon avis. C'est ça. C'est que nous sommes quelque part beaucoup plus animés par l'aspect mystique du personnage, plutôt que l'aspect temporel. Absolument. Et jusqu'à présent, c'est le cas. Quand on invite quelqu'un à la télé pour parler de Cheikh Ibrahima Fall, il met l'accent sur les miracles, voilà, en oubliant de passage, n'est-ce pas, tout ce que j'ai monté dans mon livre. Absolument. Et c'est vraiment regrettable. Et c'est le cas de, n'est-ce pas, donc, de tous nos hommes religieux. Absolument. Voilà. Quand on parle d'eux, on met l'accent sur le merveilleux, ce qu'on appelle dans le jargon littéraire le merveilleux, au détriment de ce qui est temporel, de ce qui est rationnel. Absolument. Et mon défi dans ce livre-là, c'était de vraiment montrer cette facette de Cheikh Ibrahima Fall. Tout à fait. Si vous lisez mon livre, vous ne verrez point, n'est-ce pas, donc, de mystique. Tout à fait. J'ai tout fait pour éliminer l'aspect mystique, Absolument. pour rester totalement rationnel. Ça, c'était mon défi. Voilà. Parfois, on me le reproche, mais c'est un défi que je m'étais lancé. Je reste dans l'aspect purement rationnel. Pour montrer que ce sont des hommes qui étaient extrêmement intelligents, qui avaient un projet très clair. Tout à fait. Voilà, et qui ont réussi dans leur entreprise. Absolument. Et c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que même lorsqu'on dit rationnel, entre guillemets, parfois ce qui est rationnel est déjà miraculeux. Parce que ce qu'on appelle rationnel, c'est déjà... rien que, comme vous l'avez dit dans l'ouvrage, son itinéraire, rien que l'itinéraire de Cheikh Ibrahima Fall, à côté évidemment de l'itinéraire de Cheikh Ahmadou Bamba, parce que pour moi, c'est les deux facettes d'une même médaille. Hein. Tout à fait. Le Cheikh Ahmadou Bamba est apparu en même temps que Cheikh Ibrahima Fall, parce que c'était cette rencontre qui devrait faire que ce qui est advenu est advenu. Et je pense que c'est un peu une complémentarité, que, comme vous l'avez si bien décrit. C'est exactement lui, la partie visible de l'iceberg, Cheikh Ahmadou Bamba. Donc c'est lui qui était le plus visible dans tout ce qui était vraiment les rapports avec le colon, les rapports avec tout le monde, en fait, avec les rois qui étaient là, les rapports, déjà qu'il est d'une ligne royale. Donc là, vous nous montrez cette facette de l'homme qui est à la fois un érudit, qui est à la fois un homme d'affaires vraiment avisé, qui est également un diplomate, qui a vraiment réglé tous les problèmes que le cheikh a eu vraiment dans toute sa vie
avec l'autorité coloniale. Et là, on voit, je ne sais pas, on le dira peut-être jamais assez, ce qu'on connaît du mouridisme comme on le peint, par rapport à tout ce qui est vraiment les vertus du travail, les vertus du don de soi, tout ce qu'on peut nous décrire, par exemple, du mouridisme, c'est Cheikh Ibrahim Fall qui l'a non seulement théorisé, mais c'est lui qui l'a pratiqué dès le départ. Tout à fait. Et vous avez parfaitement raison en disant que les deux personnages sont complémentaires. Parce qu'ils ont le même mandataire. Absolument. Le même mandataire. C'est Dieu qui leur a assigné des missions. Voilà. Ils sont complémentaires. Absolument. C'est la même mission. C'est la même mission sur Terre. Et Cheikh Ahmadou Bamba a attendu l'arrivée de Cheikh Ibrahim Fall pour déclencher réellement son projet. J'appelle la légende de Cheikh Ibrahim Fall que le mouridisme est réellement né. Tout à fait. Donc les deux sont complémentaires. D'ailleurs, durant sa quête, il a failli finalement quitter le Sénégal pour aller vers la Mauritanie. Mais, n'est-ce pas donc, grâce à l'aide de Cheikh Ahmadou Bamba, n'est-ce pas donc, qui avait envoyé n'est-ce pas donc, des hommes auprès du marabout qu'il avait fréquenté à l'époque, il a pu retrouver Cheikh Ahmadou Bamba à Mbacké Kadior et faire son allégeance. Et c'est de là qu'est né ce qu'on appelle donc effectivement le mouridisme. Ce sont deux personnages complémentaires. Pourquoi? Parce que Cheikh Ahmadou Bamba, c'est une force statique. Tout à fait. C'est une force statique, c'est-à-dire, Cheikh Ahmadou Bamba, on l'a interné, on l'a emprisonné. Tout à fait. De 1895 jusqu'à 1927. Donc c'est une force statique. Tout à fait. Les circonstances ont fait qu'il ne pouvait pas se déplacer. Absolument. Donc à cette force statique, il fallait une force dynamique. Donc on a une force statique et une force dynamique. Les deux sont complémentaires. Absolument. Et c'est la même force. Et c'est la même force. C'est la même force. D'ailleurs, ils ont vécu le même nombre d'années. Cheikh Ahmadou Bamba l'a précédé de 3 ans et il est décédé 3 ans avant Mame Cheikh Ibrahim Fall. Donc, ils sont extrêmement complémentaires. Et comme je l'avais dit tantôt, ils ont la même mission. C'est une mission divine. Tout à fait. Avec la même injonction. On a demandé à Cheikh Ahmadou Bamba, quand Cheikh Ahmadou Bamba a voulu accéder à Dieu, Dieu lui a recommandé de se référer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand Cheikh Ibrahim Fall a voulu accéder à Dieu, Dieu lui a recommandé de rechercher Ahmadou Bamba. Absolument. Et de se soumettre à lui, par le pacte d'allégeance. Donc ils sont complémentaires. Absolument. Ils se comprennent parfaitement. Absolument. Et comme vous l'avez dit, Cheikh Ibrahim Fall, c'est l'incarnation du mouridisme. Tout à fait. Vous ne pouvez pas évoquer le mouridisme sans pourtant parler du personnage. Absolument. J'ai rencontré des chercheurs sur le mouridisme qui ont voulu faire fi du personnage en étudiant le mouridisme, mais je leur disais que vous faites fausse route. Vous faites fausse route. Même si vous prenez l'aspect économique, on ne peut pas étudier le dynamisme économique mouride sans se référer à Cheikh Ibrahim Fall, parce que c'est lui qui l'incarne. Si vous avez lu mon livre, vous verrez que c'est lui qui l'incarne. Donc tous les chercheurs qui ont voulu savoir mais d'où est né ce dynamisme économique mouride, tant qu'ils ne se réfèrent pas à Cheikh Ibrahim Fall, ils ne pourront pas comprendre, parce que c'est lui qui l'incarne. C'est lui qui incarne globalement le mouridisme. Rien que le fait de pouvoir faire cette dichotomie, c'est qu'on n'a pas peut-être compris grand-chose. C'est cette dichotomie déjà qui n'est même pas possible. C'est-à-dire que quand on comprend comment les choses fonctionnent, parfois on pense qu'il y a deux, alors qu'il n'y a qu'une seule personne en fait. C'est le yin et le yang. L'un s'habille en blanc, l'autre s'habille en noir. Donc, ils sont complémentaires. Ça, c'est trop peut-être... Mais là aussi où c'est très important, avant de passer la parole à mes camarades, c'est vraiment comment il a vécu dans cette période difficile, c'est peu que de le dire, et comment ils ont pu vraiment s'épanouir. Cheikh Ibrahim Fall était quelqu'un, c'est-à-dire, quand je dis Cheikh Ahmad, c'est les deux, Cheikh Ahmad, Cheikh Ahmadou Bamba. Ils parvenaient à être plus riches que les colons eux-mêmes. Quand on le dit maintenant, peut-être ça peut sembler bizarre. Tout à fait. Vous êtes sous la tutelle de gens qui viennent d'abord vous coloniser, qui viennent vous soumettre, soi-disant. Non seulement, autant comme vous le dites, le cheikh était parce qu'il pensait que quand vous tenez Cheikh Hamda, vous avez réglé le problème. Alors que c'est complètement faux. Parce que comme je vous dis, c'est deux personnages qui n'en font qu'un. Donc l'autre est en train de faire tout ce que vous ne vouliez pas qu'il fasse. Tout à fait. C'est-à-dire que sur le plan
d'abord de la désaliénation, sur le plan de l'éducation, sur le plan économique, sur le plan financier, il était plus riche qu'eux. C'était quelqu'un qui, si toute proportion gardée, si c'était maintenant, on dirait qu'il était multimilliardaire. Il avait des biens, que ce soit des biens immobiliers. Il sécurisait tout par des titres fonciers, que ce soit ici à Dakar, que ce soit à Thiès, que ce soit à Saint-Louis. Toute la partie du palais présidentiel, l'hôpital, tout lui appartenait. Jusqu'à présent, il a un quartier qui porte son nom à Thiès. Tout ça, c'était des titres fonciers. Et à Diourbel. C'était quelqu'un qui était un négociant extraordinaire. Toutes les filiales dont on parle maintenant, oui, c'est des nouveaux filons. Par exemple, à vendre du kétiar, il a tout fait. C'est-à-dire que moi, quand je lis, je me dis que vraiment, c'est l'horizon indépassable. Franchement. Tous les projets qu'on a d'autonomie, des projets qu'on a sur le plan financier, sur le plan même de souveraineté, il avait déjà fait ça il y a 100 ans. Tout à fait. Et maintenant, c'est ça que je me pose. C'est-à-dire que même des petites anecdotes. Il s'assoyait dans son bureau sur un fauteuil. Je suis sûr que le gouverneur ne s'assoyait pas sur un Bowman. Il s'assoyait sur un fauteuil de bureau. C'est des fauteuils vraiment rarissimes. C'était quelqu'un de tellement raffiné que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il conduisait une Vauxhall 3098. C'est l'équivalent d'une Aston Martin. Mais ça coûterait maintenant 150 millions, des trucs comme ça. Vraiment des voitures qui roulaient à 160 km/h en 1923. On ne s'imagine même pas à quel point ce personnage était un personnage raffiné qui était vraiment au-dessus de la pyramide. Tout à fait. Après, la question légitime, c'est pourquoi il n'y a pas eu vraiment ce suivi-là, surtout cette voie qu'il avait déjà montrée. Pourquoi, surtout sur le plan de l'autonomie, sur le plan surtout, je dirais, sur le plan politique, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'on connaît toujours l'économie est dynamique sur le plan, les Mourides sont dynamiques sur le plan économique et tout, mais à quel moment, peut-être, ça n'a pas suivi? Oui, il faut reconnaître qu'il y a des descendants de Cheikh Ibrahima Fall qui ont suivi sa voie. Parce que si vous prenez le cas de l'agriculture... Vous en avez parlé. Oui, dans mon livre, j'ai montré qu'au début... Il y a des terres qui sont toujours là, des centaines d'hectares qui sont toujours... Heureusement que ces descendants l'exploitent. J'en ai visité quelques-uns. Je connais aussi des Baye Fall intellectuels, n'est-ce pas, qui suivent la voie tracée par Cheikh Ahmadou Bamba et qui réussissent de manière extraordinaire. C'est le cas de Serigne Babacar Mbow, que je connais bien. Voilà, qui est présentement à Mbacké Kadior et qui réalise là-bas un travail extraordinaire sur tous les plans et qui suit la dynamique tracée par Cheikh Ibrahima Fall. C'est le cas d'un autre Baye Fall, Sidi Guissé, n'est-ce pas, donc, qui travaille en Allemagne, qui est revenu à Diourbel et qui est en train de faire là-bas une révolution sur le plan économique, voilà, en créant sur place des industries, n'est-ce pas, donc, avec n'est-ce pas, donc, des partenaires armants. Donc, il y a dans la voie mouride, n'est-ce pas, donc, des cas isolés. Voilà, vous prenez même le cas de Djoué Kébé. Oui, tout à fait. Kébé a été fortement inspiré par Cheikh Ibrahima Fall. Des réussites vraiment dans ce domaine. Voilà. Mais il faut que cela s'élargisse, voilà, et sorte du cadre mouride pour pouvoir, n'est-ce pas, donc, impacter le Sénégal globalement. C'est toujours ce qu'on dit. Voilà. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et voilà, c'est l'objectif que je me suis fixé avec ce livre-là, pour que, au-delà même de la confrérie mouride, qu'on parvienne à transcender les frontières, pour que chacun de nous puisse tirer profit du personnage. Absolument. Parce qu'il est intéressant sur tous les plans. Tout à fait. Franchement. Mon livre, moi, j'aurais pu... le titre est La Solution. La solution. Parce qu'en fait, c'est la solution à tous nos problèmes. Tous nos problèmes. Et si vous lisez le livre, vous verrez que c'est un grand visionnaire. Ouais, tout à fait. On l'a bien lu. On l'a bien lu. On l'a lu d'autres avant même, voilà, qui ont beaucoup parlé du personnage. Laura? Bonsoir, docteur. Bonjour. Bonsoir. Effectivement, félicitations pour votre ouvrage. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'informations qui sont très importantes à l'intérieur. Et c'est un ouvrage qui nous permet justement de comprendre beaucoup de choses, pas seulement sur l'islam confrérique en tant que avec son essence, mais aussi sur le personnage, sur cette figure historique-là et de mieux la cerner, de mieux cerner cette facette-là, justement, qu'on connaît peut-être un peu moins.
mais aussi justement les fondements du mouridisme à la base, le contexte de sa naissance en tant qu'à l'époque contre-culture, qui a constitué dans son contexte, dès la fin du 19e, finalement une sorte de rempart, de riposte à l'impérialisme culturel. Et c'est des choses qu'on apprend justement dans votre ouvrage, au-delà du personnage. Et je pense que c'est important. D'ailleurs, à l'époque, c'était justement le côté réforme socio-culturelle avant tout qui a fait justement ce que c'est devenu aujourd'hui. Et il y a aussi je pense que, j'ai trouvé qu'il y avait une forme de réhabilitation aussi, peut-être une réhabilitation à la fois linguistique, quand par exemple vous expliquez la voix baïfal et non le baïfalisme, ou justement d'autres notions comme celle-ci. Et également, à travers le personnage que représentait Cheikh Ibrahim Fall, vraiment son rôle dans la régulation sociale, dans la diplomatie aussi, et comme vous l'avez cité tout de suite, dans son action économique dans de nombreux domaines qui a inspiré en fait finalement dans l'agriculture, dans la pêche, même dans l'immobilier, dans le commerce, dans le transport. Donc voilà, et comment justement par-dessus cela, les Mourides ont pu s'insérer dans l'économie moderne. Et c'est toutes ces choses-là qu'on peut apprendre dans cet ouvrage-là, qui sont vraiment édifiantes. Et dès les premières lignes, dès les premières lignes de la préface, vous avez fait un rappel qui est à mon sens primordial. Vous avez écrit « Nous devons accepter d'être guidés par une vision qui puise ses racines dans notre histoire et dans notre identité. » Et vous parlez de répondre à une nécessité. J'y voyais là une nécessité d'enracinement à la fois spirituel, mais pas que, réel et profond. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu dire à travers cela? En fait, je pense que nous sommes dans un monde tellement bouleversé, avec, n'est-ce pas, donc, cette perte des repères, qui fait que, n'est-ce pas, donc, on ne sait plus à quoi s'en tenir. On ne sait plus à quoi s'en tenir. Et je pense que si on veut vraiment se développer, il faut qu'on puisse se référer à des personnages comme Cheikh Ibrahim Fall, qui a fait ses preuves. Qui a fait ses preuves. On n'a pas besoin de chercher ailleurs, n'est-ce pas, donc, ce qui est là, à notre portée, et qui correspondent à nos valeurs. C'est-à-dire ce que propose Cheikh Ibrahim Fall correspond réellement à nos valeurs, à notre culture. Donc je pense que c'est la meilleure solution pour pouvoir s'en sortir, et sur tous les plans. Ce n'est pas seulement sur le plan économique, c'est sur le plan social. Cheikh Ibrahim Fall, c'est quelqu'un qui vivait en de très bons termes avec le colonisateur, malgré l'acharnement n'est-ce pas, donc, dont était victime son guide spirituel. C'était quelqu'un qui vivait en très bons termes avec toutes les confréries de l'époque. Et à chaque fois qu'il a été déporté, c'est lui qui a fait de telle sorte pour qu'il revienne. Mais tout à fait. C'était un diplomate. Il a payé des cautions. L'administration coloniale a reconnu en lui un fin diplomate. Un fin diplomate. Pourquoi? Parce que c'était lui, en fait, le négociateur entre Cheikh Ahmadou Bamba et l'administration coloniale. Voilà. Quand on l'a déporté au Gabon, c'est lui qui a utilisé des moyens pour pouvoir retrouver Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon. Tout le monde l'ignorait. Deux, quand, n'est-ce pas, donc, le député François Carpeaux, n'est-ce pas, donc, a voulu se faire élire à l'Assemblée nationale française, il a contacté Cheikh Ibrahim Fall pour que ce dernier l'aide, parce qu'à l'époque, il était extrêmement populaire à Saint-Louis et était immensément riche. Il avait une centaine de boutiques à Saint-Louis à l'époque. Donc, quand Carpeaux l'a interpellé, il lui a dit, moi, je peux te soutenir, mais à condition que tu interviennes au niveau administratif, n'est-ce pas, donc, pour que Cheikh Ahmadou Bamba soit, n'est-ce pas, donc, soit de retour au Sénégal. Et effectivement, il a soutenu Carpeaux, et c'est de là qu'est né ce qu'on appelle le premier ndigal politique. Quand on parle de ndigal politique, c'est de là que vient le premier ndigal politique. Cheikh Ibrahim Fall a donné à ses disciples qui étaient à Saint-Louis, au Sénégal, de voter pour Carpeaux, François Carpeaux, et de le soutenir sur le plan financier. Et à l'époque, les députés étaient des Français. Des Français, de souche. Voilà. Et Carpeaux était un mulâtre. Donc, on ne pensait pas qu'il avait la capacité de pouvoir gagner ces élections en 1902. Avec le soutien de Cheikh Ibrahim Fall, il a gagné, n'est-ce pas, donc, avec 63% des voix. Et de là, maintenant, il a commencé à activer ses moyens pour que Cheikh Ahmadou Bamba soit de retour, n'est-ce pas, donc, du Gabon. De même, quand il a été exilé en Mauritanie, il a aussi sollicité, n'est-ce pas, donc, l'intervention de Carpeaux et d'autres
n'est-ce pas? Il a dû payer 400 000 francs à l'époque. Tout à fait. Ce serait peut-être plus de... Environ 40 milliards actuellement. Tout à fait. Non, il était immensément riche. Pour pouvoir... Il était immensément riche pour répondre à... On lui avait exigé cette caution pour qu'on puisse le ramener. Tout à fait. Il était immensément riche de par ses activités économiques pour pouvoir, n'est-ce pas, donc, subvenir aux besoins financiers. Donc, quand on l'a interné en Mauritanie, il a tout fait pour que Cheikh Ahmadou Bamba revienne au Sénégal, à Thiène. Quand il a été à Thiène, il est encore intervenu par des correspondances. Vous les avez dans mon livre, n'est-ce pas? Donc, pour qu'on autorise Cheikh Ahmadou Bamba à venir à Diourbel. Quand il est venu à Diourbel, il a continué à œuvrer pour que Cheikh Ahmadou Bamba retourne à Touba. Donc, c'était le diplomate. Et quand il y a eu la crise de Darou Marnane en 1902... Absolument. On en parle rarement, mais c'était une crise extrêmement importante. Très importante. Très importante, la crise de Darou Marnane. C'est-à-dire Parce que là, le colon avait décidé d'en finir. Ah oui, d'en finir avec lui. Parce que ça, c'était même plus une question de déporter, mais c'était une question de vie ou de mort. Ils avaient décidé carrément d'en finir avec le chef. Tout à fait. Et là aussi, il est intervenu, n'est-ce pas, donc, pour éviter, n'est-ce pas, donc... l'irréparable. Voilà, l'irréparable. Donc c'était un fin diplomate et le colonisateur l'a reconnu comme tel. Absolument. Bonsoir. Bonsoir. Docteur. Alors moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire votre ouvrage. Merci. C'est vrai. Mais je vais d'abord commencer par une petite critique. Oui, allez. Non, la critique, c'est la forme, parce qu'un ouvrage de cet acabit devrait être mieux loti en termes comment dirais-je, d'édition. Voilà, je pense que j'en veux beaucoup aux éditions Artiche pour d'avoir vraiment négligé le travail de forme qui devait être attaché à la publication de cet ouvrage. Tout à fait. Voilà. Cela dit, c'est un excellent ouvrage. Je le dis avec beaucoup de lucidité parce que j'ai lu cet ouvrage-là et je me suis exercé à avoir une certaine distance. Une certaine distance pour comprendre un peu pourquoi vous avez écrit cet ouvrage-là. Et comme vous le disiez, la raison pour laquelle Cheikh Ibra Fall est une solution. Je suis personnellement beaucoup fasciné par le personnage de Cheikh Ibra Fall. J'ai beaucoup d'affection pour son parcours, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il représente pour la voie mouride, mais au-delà pour le Sénégal. Et je pense que vous avez raison. Nous sommes dans une époque où il faut changer de ton. Il faut changer aussi d'approche. Il faut déconfrériser. Le message de Cheikh Ahmadou Bamba, l'action de Cheikh Ibra Fall doivent être dépossédés de l'espace mouride uniquement et doivent être investis dans l'espace public, dans l'espace national et aussi dans l'espace africain. Nous sommes par exemple aujourd'hui dans une période compliquée où le Sahel est menacé par la paix. Nous pouvons puiser dans ce patrimoine spirituel mouride, dans l'action de Cheikh Ibra Fall, des solutions endogènes. Parce que évidemment, toutes les solutions qui viennent d'ailleurs ont échoué, ont fait long feu. Il faut maintenant puiser dans nos propres solutions, dans nos valeurs endogènes et donc chez nous. Je pense que c'est dans ce sens que votre ouvrage il est intéressant. Il détermine aussi un Cheikh Ibra Fall, comme il le disait, que nous ne connaissions pas. Parce que malheureusement, l'imaginaire populaire a été irrigué par un Cheikh Ibra Fall troubadour, un Cheikh Ibra Fall débile, j'utilise vos mots, qui ne comprenait pas exactement, je veux rien, qui était là, les yeux rivés sur Cheikh Ahmadou Bamba et à la limite, comme le décrivait cette administration coloniale qui, au passage, pour moi, était une administration sensu, parce que tous les sous que cette administration a pris de Cheikh Ibra Fall, c'est anormal. Mais aussi, l'autre aspect qui est important, je dis, c'est que personne ne peut nier de la sincérité de Cheikh Ibra Fall à l'endroit de Cheikh Ahmadou Bamba. Personne ne peut nier l'action de Cheikh Ibra Fall. Si cet homme-là, à un moment, opte de se séparer de ses enfants pour l'effort national, je pense que c'est un acte fort. C'est un acte politique fort parce que Cheikh Ibra Fall donne ses propres enfants pour qu'ils rejoignent la guerre mondiale. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est un acte fort. Alors que nous sommes dans une époque de tension. Nous sommes colonisés. Mais la patrie, c'est la France. C'est-à-dire que le Sénégal n'existe pas politiquement. Et pour que Cheikh Ibra Fall puisse accéder à son dessein majeur, c'est-à-dire de voir la voie mourir s'épanouir, la voie de mourir gagner d'autres terroirs et donc devenir une proposition de sens pour les citoyens, il doit
participer à l'effort de guerre. Et c'est en ce moment-là qu'il ne veut pas que les enfants de Cheikh Ahmadou Bamba ou d'autres dignitaires mourides participent, soit eux-mêmes à la guerre ou que des enfants de ces gens-là soient déportés. Il décide de se séparer de ses enfants. Je pense que ça, c'est un acte très fort parce qu'on sait quelle est la relation filiale qui existe entre un père et sa progéniture. Je pense que c'est aussi un acte fort et c'est peut-être cet acte fort-là qui permet aussi de comprendre un peu la posture de diplomatie de Cheikh Ibra Fall. Et c'est tellement vrai qu'il aurait pu se dire que ces gens-là, ces colons, n'ont pas un dessein sympathique. Les colonisateurs n'étaient pas venus pour nos beaux yeux. Ils voulaient nous écraser avec tous les moyens possibles. C'est-à-dire que c'était soit vous vous pliez drastiquement à nos règles, vous êtes là, vous êtes docile ou on vous écrase. Il y a eu malheureusement des épisodes comme ça. Des gens ont été tués, des gens ont été disséminés partout sur le continent. Mais et ça, peut-être, c'est là que la muraille politique ou spirituelle de la voie mouride est intéressante. C'est-à-dire que Cheikh Ahmadou Bamba n'a pas fondamentalement choisi un affrontement avec ces Blancs-là. Il était plus haut que ça. Il a mis en avant l'affrontement spirituel, puisé bien entendu de son pédigré spirituel ou en tout cas de sa posture spirituelle envers Dieu. Et c'est ça qui est intéressant quand on étudie la voie mouride. Et comme je disais tout à l'heure, maintenant, on est dans une période où il faut peut-être être dans la fidélité, mais dans le mouvement. Il faut aujourd'hui avoir un nouveau regard de l'action de Cheikh Ibra Fall. Il disait tout à l'heure la posture économique de Cheikh Ibra Fall, la posture politique, etc. Comment maintenant faire en sorte que cette posture-là, qui à un moment était déterminée par un contexte différent, soit aujourd'hui une posture différente? C'est-à-dire qu'il y a certaines pratiques qu'il faut abandonner au premier balbutiement de la voie mouride. Il y a certaines pratiques folkloriques, il y a certaines pratiques, entre guillemets, qu'il faut lâcher directement et que pour que la voie mouride devienne une voie rayonnante aujourd'hui, une voie qui réponde aux besoins de ses disciples, mais aussi aux besoins des Sénégalais et des citoyens sénégalais. Nous attendons de cette voie mouride qu'il propose beaucoup de solutions économiques, politiques, etc., pour qu'on ait d'autres milliardaires, qu'on ait d'autres capitaines d'industrie comme Cheikh Ibra Fall, etc. Malheureusement, il y a une certaine rupture, comme il disait. Et moi, ma question, c'est surtout le côté diplomatique. Et je parlais de contexte, je l'amène. Parce que quand il a été un fin négociateur, il a été aussi quelqu'un qui a pu, je veux dire, s'accommoder de la présence des colonisateurs, les fréquenter, passer du temps avec eux, alors que, comme je disais tout à l'heure, le dessein de ces colonisateurs était macabre à l'endroit de la voie mouride. Alors ma question c'est, est-ce que cette posture de Cheikh Ibra Fall là est quelque chose qu'il faut faire? C'est-à-dire quand on est par exemple un homme politique, est-ce qu'il faut, en face d'un État, est-ce qu'il faut forcément être un va-t-en-guerre? Est-ce qu'il faut forcément affronter cette machine-là qui, lorsqu'elle se déploie, vous écrase sans état d'âme parce que c'est un monstre froid? Lui, il a choisi une autre posture, la posture diplomate, la posture de négociation pour tirer d'affaire Cheikh Ahmadou Bamba de cette situation-là. Oui, je vous remercie. Je vais d'abord commencer par la critique pour ce qui est de la qualité de l'ouvrage. Il faut reconnaître que c'est de l'auto-édition. J'ai moi-même édité le livre. Donc, Artige s'est contenté de la mise en page. Et c'est moi-même qui ai, n'est-ce pas, donc, financé l'impression du livre. Et cela pour une raison très simple. Si j'étais passé par les maisons d'édition classiques au Sénégal, ce livre-là coûterait très cher. Il serait inaccessible. Alors que ce n'était pas ma volonté. Parce que moi, mon public prioritaire, c'est la jeunesse. Mon public prioritaire, c'est la jeunesse. Je veux que les jeunes qui aiment Cheikh Ibrahima Fall, qu'ils soient des musulmans, certaines personnes ont acheté mon livre, ce sont des chrétiens, hein, mais ils me disent, moi, j'admire Cheikh Ibrahima Fall pour ses qualités. Il est admirable. Est-ce que vous voyez? Donc, pour que ces jeunes-là puissent acheter ces livres-là, j'ai préféré moi-même autofinancer les livres avec l'aide de mécènes et de sponsors et le vendre à un prix vraiment accessible. Voilà. Un livre pareil, je le vends au Sénégal à 7 000 francs. C'est presque 400 pages, avec 40 photos en couleur. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une stratégie que j'ai mise en place pour que le livre soit accessible. Parce qu'au Sénégal, vendre un livre à 10 000 francs,
mais personne ne l'achète. Hein. Moi, je suis dans le... Peut-être qu'il fallait se rapprocher de la direction du livre, essayer d'avoir des subventions. Non, j'y étais malheureusement. Mais ce n'est pas trop tard. S'ils suivent cette émission, voilà un ouvrage à rééditer. Monsieur le ministre de la Culture, vous êtes dans plusieurs fronts, voilà un ouvrage à éditer. J'espère que cela va aboutir, mais j'ai été à 2 reprises, mais voilà, cela n'avait pas prospéré. Voilà. Mais l'essentiel, c'est que le livre soit accessible. Oui, votre question renvoie à quoi? À la stratégie. Voilà. Comment procéder? Parce qu'en fait, le colonisateur avait fini par exécuter tous les résistants qui étaient au Sénégal. OK? D'autres ont été exilés. Donc, il fallait savoir comment procéder face à un tel ennemi. Donc, la guerre n'était pas la solution. Elle ne l'est d'ailleurs jamais. Voilà, la guerre n'était pas la solution. Et ce n'est pas une stratégie conjoncturelle. Certains chercheurs disent que oui, c'est parce que Chamoud Bamba avait peur, n'est-ce pas, donc la confrontation, qu'il a choisi la voie pacifique. Non, c'est-à-dire cette voie pacifique-là est intégrée dans la doctrine religieuse de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est un homme pacifique. Absolument. Est-ce que vous avez compris? Exactement. C'est ça. C'est-à-dire le décret divin qu'il a reçu de Dieu lui impose d'être un homme pacifique. D'ailleurs, il a dit aux colons, hein. Il a dit quand n'est-ce pas, donc on l'a harcelé en le taxant d'être quelqu'un qui veut, n'est-ce pas, donc entreprendre un jet. Il a écrit une lettre au gouverneur en lui disant: n'écoute pas ceux qui essaient de nous mettre en mal. Moi, je suis un homme de Dieu et je suis un homme pacifiste. Si je marchais et qu'un serpent traverse mon chemin, je ne vais pas le tuer, je vais le dévier et continuer mon chemin. N'ayez pas crainte par rapport à mes intentions. Donc, c'est quelqu'un qui, du point de vue de sa doctrine, prône, n'est-ce pas donc, la paix. La paix. Et c'était une doctrine qui était adaptée par rapport à l'époque. C'était une stratégie qui était adaptée par rapport à l'époque. Et cela n'a pas empêché de réussir sa mission, tout en gardant ses principes. Hein. Il n'a jamais renié ses principes. Cheikh Ahmadou Bamba, si vous avez la chance d'étudier l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba, sa trajectoire, vous verrez qu'il n'a jamais changé de principe. Absolument. Jamais changé de principe. Au contraire, c'est le colonisateur qui finalement comprend son projet et qui change de stratégie. Mais lui, il n'a jamais changé de principe. Les archives le démontrent clairement. Donc, c'est quelqu'un qui s'est inscrit dans cette dynamique-là et qui pense qu'on peut réformer une société en crise de manière pacifique. Exactement. Voilà. On peut, n'est-ce pas, donc, amener des personnes qui ne sont pas des musulmans à devenir des musulmans sans la force, sans la contrainte. Sans la violence. Sans la violence. Ce fut le cas avec les Sérères. Parce que quand les Mourides, et particulièrement Cheikh Ibrahima Fall, ont voulu, n'est-ce pas, donc, faire intégrer les Sérères à la Mouridia, le colonisateur a écrit un texte dans lequel il dit que voilà, les Mourides se fatiguent avec les Sérères. Parce que les Sérères, on ne peut absolument rien pour les convaincre sur le plan religieux. Mais en un laps de temps, Cheikh Ibrahima Fall est parvenu à les faire adhérer à la Mouridia de manière pacifique. Donc tout peut se faire par la paix. C'est une question de conviction, c'est une question de stratégie. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est extrêmement important de pouvoir s'en inspirer. On peut réussir une mission sans utiliser des armes, n'est-ce pas, sans être violent, mais en se montrant, n'est-ce pas, donc, intelligente et en se montrant vraiment pacifique. Voilà. Donc, je ne sais pas, peut-être un mot, M. Faye, par rapport à l'ouvrage. Peut-être vous ne l'avez pas lu, mais par rapport au personnage de Cheikh Ibrahima Fall. Bon, tout d'abord, moi, en tant que mouride, quand j'ai vu l'ouvrage, bon, j'étais de mon arrondano. Parce que Cheikh Ibrahima Fall, c'est quelqu'un, c'est un icône au Sénégal. Et beaucoup de gens ne le connaissent pas. D'ailleurs, pour le connaître, il faut beaucoup lire les œuvres de Cheikh Serigne Moussa Ka, qui dit que Cheikh Ibrahima Fall qafahta rijal innaka al-kamal. Il dépasse beaucoup d'hommes. Sa pensée,
c'est comme vous le dites tantôt, c'est un fin fond diplomate. Et sa mission était seulement le cheikh, parce qu'il savait la vision du cheikh. Même si le cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul, avait mis en place certains systèmes pour se développer, mais lui, il a emmagasiné tout. Raison pour laquelle il a tout pris. Raison pour laquelle même la mosquée de Touba, on l'appelle l'Ampfal. Ce n'est pas pour rien du tout. Le grand minaret. Voilà. Donc tout cela, tout ce qu'il a fait, donc en voyant l'œuvre que Dr Mané a écrite, donc on s'en réjouit. Et pourquoi on s'en réjouit le plus? C'est parce qu'il n'a pas utilisé le côté mystique. Et d'ailleurs, c'est ce que nous déplorons. Parce qu'en voyant nos érudits, ce sont des fins fonds intellectuels. Des fins fonds intellectuels qu'on doit apprendre dans une autre facette qui n'est pas seulement mystique. Ce n'est pas le mysticisme, mais c'est des fins fonds intellectuels. Le cas de Cheikh Ibrahim Fall, quand il est parti, comment dirais-je, à Saint-Louis, l'a prouvé lorsqu'il faisait l'entretien avec le colon. Le colon même a écrit que le gars avec qui je suis en face, c'est un fin fond diplomate. Donc tout cela montre vraiment, nous sommes contents de l'œuvre et merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un ouvrage, c'est vrai, comme vous l'avez dit, qui est très bien illustré. Il y a beaucoup de photos, d'archives. Vous avez même mis son fauteuil à bascule, là. Oui, le Baumann, dont on parlait tout à l'heure, la voiture, la Vauxhall également, qui était vraiment une voiture de sport. Hein, non, c'est vrai. Les Anglais disent que ça reste la meilleure voiture de sport de tous les temps, la Vauxhall 3098. Et beaucoup de choses que vous avez mis dans l'ouvrage. Il y a un musée pour ça Je pense qu'il y a un musée. Il a montré le musée à Diourbel. Un excellent musée d'ailleurs. Absolument. Et je rappelle, parce que moi, ça, je l'ai su avec l'ouvrage de M. Gué, Confluence, que c'était également le beau-père de Cheikh Anta Diop. Il avait épousé la maman de Cheikh Anta Diop. C'est lui qui l'a inscrit à l'école française. Absolument. On le remercie pour ça. Voilà. Et Cheikh Ahmadou Bamba l'a initié au Coran. Tout à fait. À Kër Goumak, à Diourbel. Absolument. Donc pour dire que, voilà, peut-être on n'aura pas le temps de parler de tout ça, mais tout vient tout vient de là-bas, hein, que ce soit le côté économique, le côté politique, le côté éducationnel, le côté scientifique. Et même ce qu'on appelle les écoles franco-arabes sont nées à Diourbel, grâce à Cheikh Ahmadou Bamba. Tout à fait. Parce que quand ils ont voulu, n'est-ce pas, donc répandre l'école française, les Mourides étaient réticents, très réticents. Et quand ils se sont rendus compte de cela, ils ont rencontré Cheikh Ahmadou Bamba pour lui faire une proposition, afin qu'il propose un modèle d'école adapté aux Mourides. Absolument. Ils ont négocié. Il a posé ses conditions. Et la première école franco-arabe était appelée école franco-mouride. Franco-mouride. C'était à Diourbel. Jusqu'à présent, l'école est là-bas. C'est la première école franco-arabe. Absolument. Et il a tout fait pour que l'école franco-mouride ne puisse pas acculturer les Mourides. Je leur avais demandé d'enseigner la langue française et non pas la culture française. Et c'est là-bas que le Cheikh Anta Diop d'enseigner l'arabe et les sciences religieuses et la formation professionnelle. C'était les conditions. Et l'administration coloniale avait accepté. Absolument, avait accepté. Voilà, Cheikh Anta Diop a fréquenté cette école-là. Absolument. L'ouvrage s'appelle Cheikh Ibrahim Fall, 1855-1930, itinéraire de l'homme d'action de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est publié aux éditions Artige. C'est vraiment un ouvrage, je pense que vous l'avez compris, qu'il faut avoir forcément dans sa bibliothèque. Pour terminer cette première partie, nous allons parler de vous, M. Faye. Vous venez nous présenter ce magazine qui s'appelle Andy Mag. C'est le numéro 1, le magazine qui transcende les mobilités. C'est un magazine, comme vous dites, qui est destiné surtout aux personnes à mobilité réduite, comme on dit, aux personnes handicapées. Qu'est-ce qui vous a motivé pour ça? Bon, tout d'abord, je vous remercie de m'accorder cette invitation et je remercie les gens qui sont sur le plateau. Ce qui m'a vraiment motivé,
Moi, je suis un homme de terrain. Souvent, je vais sur le terrain et je fais des investigations. J'ai travaillé à la radio Dinédji FM, se trouvant à Karang. Donc, souvent, je vois des gens qui ont une autre pensée sur la personne handicapée, sur l'handicap. Je ne dis pas à Dakar seulement, mais dans la sous-région, tu vois des gens qui ont une autre pensée sur l'handicap. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas mettre en rapport, parce que Dieu a dit dans le Coran que c'est l'être humain qui est important, al-insani. Et moi, c'est ce que je mets c'est ce que je prône souvent, c'est la personne qui est importante. Donc, même s'il présente des anomalies ou s'il est malade, il est invalide, donc il a des droits et des devoirs. Donc, notre magazine, c'est là où je l'ai tiré, il s'appelle Handi Mag, qui veut dire handicapé magazine. Et ce n'est pas de faire la promotion des personnes handicapées, mais faire l'inclusion ou la participation des personnes handicapées. Si vous voyez les gens que j'ai pris, ce sont des gens qui sont dans le milieu, qui travaillent. Par exemple, c'est le cas du professeur Mouchembo, c'était mon professeur que je salue d'ailleurs, et de Aïssata, et du cinéaste Yorognan, et de l'autre, comment dirais-je, Youssou Fadiouf. Quand vous parlez d'Aïssata, c'est Mme Cissé, qui est conseillère spéciale du président de la République. Ah. Donc cela montre qu'ils sont dans la société. Ils font quelque chose dans la société. Ils ne sont pas là à se lamenter et à s'apitoyer sur leur sort. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas les mettre au devant, pour que les gens sachent qu'aussi il y a des gens qui peuvent le faire. Ce n'est pas seulement qu'il faut rester à la maison ou s'apitoyer sur ton sort pour dire que moi je suis un handicapé, donc on doit souvent me donner de l'argent, je dois faire de l'aumône tout le temps, mais aussi j'ai d'autres prérogatives. Et je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort pour dire, voilà, je dois faire ceci ou faire cela, ou vous devez m'aider, ou je dois souvent être sur les, comment dirais-je, sur les riz à manger. Donc, c'est ce que j'ai mis en place. Absolument. Laura. Bonsoir, Monsieur Faye. Bonsoir. Félicitations pour le lancement de Handi Mag. Donc, je vois que c'est le premier numéro. On espère qu'il y en aura de nombreux. Merci. Et évidemment, on encourage l'initiative parce que c'est important, comme vous l'avez dit, de pouvoir participer un peu à cette inclusion-là. C'est aussi intéressant de voir que vous choisissez de faire peut-être des portraits de personnes qui montrent qu'on peut être autonome, porteur de handicap et aussi avoir une place dans cette société comme tout le monde. Donc on vous encourage évidemment pour l'initiative. Et ma première question peut-être portée sur le contenu justement de votre travail. Comment est-ce que vous vous mettez en relation avec les différentes personnes que vous décidez d'interviewer? Et aussi, quelles sont les différentes rubriques qu'on peut retrouver déjà dans ce premier numéro? Est-ce qu'il y aura une continuité sur les prochains ou peut-être ça va changer? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du contenu? Bon, le contenu, c'est comme je l'ai dit tantôt, je choisis des handicapés, souvent qui réussissent dans la vie. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis dans le préface. Je choisis des gens qui ont réussi dans la vie, mais aussi qui parlent d'autres choses. Si vous prenez le cas d'Aïssatou, Madame Cissé, la conseillère, elle n'a pas parlé d'handicap. Elle a parlé de la situation du pays et de la géopolitique. Donc, c'est ça que je veux mettre en place. Montrer que nous sommes capables de parler d'autres choses. On est capable de transcender beaucoup de choses. On n'est pas là pour qu'on nous dise, voilà, vous devez vous mettre quelque part et vous asseyez là-bas pour voir. Non, non. On a aussi notre mot à dire dans la société. On a aussi nos pensées dans la société. On a aussi nos opinions qu'on doit mettre en exergue. Donc, c'est ça que j'ai mis en place. Mais aussi, je mets en exergue ce qu'on appelle l'éducation, parce que tout se passe par l'éducation. Il y a des rubriques d'éducation. Il y a aussi la culture qui est mise en avance avec un cinéaste, un handicapé, mais c'est un cinéaste qui a gagné 3 prix au niveau de, comment dirais-je, du Congo, République. Et il y a aussi faut pas l'oublier aussi, il y a des Sénégalais qui vivent en France. Ce sont des handicapés, mais qui ont réussi ici. Et maintenant, ils sont dans les pays occidentaux, qui travaillent là-bas,
qui font d'autres choses par rapport à leur handicap. Souvent, c'est des sportifs de haut niveau, qui prennent beaucoup comment dirais-je, qui sont connus à l'échelle internationale. Mais on ne les met pas en avant. On ne les essaye pas de les mettre en avant. Donc, c'est ce que je suis en train de mettre en œuvre. Et j'aimerais, Inch'Allah, que ça puisse se développer, Inch'Allah. Je pense que vous participez effectivement à combattre certains stigmates avec cette représentation-là. Est-ce que dans Handimag, prochainement, on pourra voir aussi dans certaines rubriques des conseils sur l'accompagnement dont on peut bénéficier quand on est porteur de handicap? Est-ce que vous avez peut-être des partenariats en tête avec des organisations qui pourraient aussi vous accompagner, vous suivre sur ce contenu? Bon, c'est ce qu'on est en train de mettre en place pour l'instant. On cherche des partenaires qui peuvent nous aider sur cette lancée. Parce que, comme je l'ai dit, le handicap, ce n'est pas seulement au niveau du Sénégal, mais c'est toute l'Afrique. L'Afrique a un problème, surtout dans la sous-région. Donc, on doit le mettre en avant. C'est nous, en tant que handicap, qui ont subi certains sorts, qui ont été discriminés, qu'on doit être sur des instances pour dire que là, ça doit s'arrêter. Vous nous voyez, on peut le faire comme vous le faites. On est en mesure, ce n'est pas parce qu'on est sur fauteuil roulant, non, non. On est en mesure de le faire. Tout ce que vous pouvez faire, ce que Dieu vous a donné, nous a donné quelque chose aussi. Et donc, on doit défendre ces idées-là. Donc, raison pour laquelle je cherche maintenant des partenaires avec qui travailler pour faire développer le magazine, Inch'Allah. Bonsoir. Bonsoir. Alors, félicitations pour cet ouvrage. Merci beaucoup. Moi, j'ai l'habitude de dire que la mobilité réduite n'est pas un handicap. C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas parce qu'on a des difficultés d'ordre moteur qu'on n'arrive pas à s'adapter comme les autres, entre guillemets, qui sont des personnes normales, qu'il doit y avoir des limites dans notre vie. Je pense que la plus grande puissance, c'est cette capacité, cette agentivité qu'on a, qui est d'abord mentale, qui est d'abord le bon sens, qui est l'intelligence, etc. Et vous le ramenez dans votre ouvrage parce que vous nous présentez des gens qui ont transcendé, entre guillemets, le handicap pour se réaliser, pour être utile. Quand tu parlais de plus grande puissance, je pensais que tu allais parler de la plus grande puissance économique. Oui, déjà. États-Unis, oui, le plus grand président. Qui a eu quelqu'un qui était sur fauteuil roulant, pour ne pas dire handicapé, et qui a été... Franklin Delano Roosevelt. Exactement, qui a fait plus de mandats qu'il en faut, en tout cas, entre guillemets. Et pour dire, en fait, et il a donné un exemple très, très intéressant pour dire que cet homme qui, au départ, si on regarde de près son histoire, n'était peut-être pas destiné à diriger ce pays-là, mais qui est arrivé à ce niveau-là. C'est juste pour dire que je pense qu'il y a, je le répète, il n'y a pas de fatalité. Il ne faut pas se dire que moi, je ne vais pas y arriver parce que j'ai un handicap. Il faut se battre dans cette société-là qui n'est pas facile. C'est aussi le lieu de demander à nos autorités de travailler dans cette inclusion-là. Dans certaines infrastructures ou dans certains lieux, c'est parfois compliqué. C'est encore compliqué pour des personnes qui n'ont pas une certaine motricité d'accéder à cela. Je pense que nous avons signé des conventions au niveau international, mais aussi en interne. Nous sommes une société, pour moi, qui prend en charge. Nous sommes une communauté. Et on ne doit pas, pour moi, abandonner cela. Je pense que les gens ne quémandent pas. Vous n'êtes pas vous êtes des Sénégalais, vous êtes des citoyens, comme nous autres. Tous les citoyens sont égaux devant la loi et devant les opportunités. Il ne s'agit pas d'être dans une dynamique comment dirais-je, de pitié, etc. Ça, ce n'est pas du tout intéressant. Il faut regarder les gens avec leur dignité. Regarder les gens comme ils sont, ils ou elles. C'est ça, pour moi, la démarche qu'il faut adopter et donner la chance à tous les citoyens. Mais nekk ci ay yërmande wala ay affaire yooyu noonu yëpp amul solo en fait nit ki comme li nga koy wax li ëpp solo ci moom mooy li mu doon li ëpp solo ci moom mooy li nekk ci moom te pour man foofu noonu la ñuy xaar ci ay autorité wala dara pour ñu jàppale leen pour man loolu lay wax di encourager initiative bi yow wane na nga ne affaire bi du toog xaar te pour man loolu c'est très important teg nga benn acte maintenant maa ngi ñaan comme ñëw nga ci genre émission bi nga am ay partenaires
pour continuer à montrer le meilleur de ces gens-là. Mais surtout pas comme tu... Parce que l'Union de femmes solo, moi, n'est-ce dans une dynamique de quémander ou n'est-ce dans une dynamique de, voilà, d'être triste ou voilà. Pour moi, il faut dépasser cela. Dans ce monde-là, tout s'arrache. On n'offre rien. Il faut se battre pour arriver à un certain niveau. Il faut se battre pour réaliser ses rêves et pour man wonengoko. Donc j'espère que ce magazine dina en avant, comme elle l'a dit, dina aussi créer d'autres émulations pour accompagner ces personnes-là, pour les former, pour leur permettre d'accéder à certaines opportunités. Voilà moi ce que je voulais dire. Inch'Allah, merci beaucoup. Inch'Allah. Est-ce qu'on a le aussi yok? Bon, l'initiative correct, c'est de dire que en Afrique, comme d'autres pays ont déjà transcendé ces idéologies, mais en Afrique, ça existe jusqu'à nos jours. Il y a ce qu'on appelle des préjugés et des stéréotypes au niveau de notre pays, surtout en Afrique. Ouais. Parce que, tu vois, des coéquipouses, si tu mets au monde quelqu'un qui a des anomalies, on te discrimine, toi et ton enfant. Et ça, c'est grave. Ouais. Parce que, bon, on se dit parfois islamique dans un monde islamique, mais on met en avant juste les mots. Mais on enlève tout. On apprend mais on enlève tout. Donc, c'est ces genres de choses-là que nous sommes en train de dire. Comme par exemple un parent qui a été discriminé. Moi, j'ai vu des parents qui ont été discriminés. Donc, quand ils verront le magazine, ils vont dire que tiens, voilà. Mais pourtant, mon enfant aussi peut réussir comme eux. Oui. Oui. Exactement. Est-ce que vous avez compris? Exactement. Donc, c'est la raison pour laquelle on a mis ça. Et j'aimerais bien être accompagné, non pas être aidé, mais être accompagné. Exactement. Pour le mettre en place. Les mots ont leur sens. Oui. Oui. En tout cas, ça s'appelle Handimag, le magazine qui transcende les mobilités. C'est vrai que la RTS aussi fait beaucoup de choses par rapport à ça, parce que nous avons un magazine un peu spécial handicapé, qui est présenté par des personnes également handicapées. Avec Oumisen. Avec Oumisen, que nous saluons ici. Donc vraiment, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vraiment, nous souhaitons une bonne continuation et beaucoup de succès pour toutes vos initiatives. Remercie également, docteur, peut-être un mot rapidement, docteur, par rapport à... Par rapport à son initiative, oui, je pense que c'est à saluer et à encourager. Il faut que de plus en plus les hommes fassent preuve d'humanisme et que la foi ne s'arrête pas au rituel. Absolument. De plus en plus, on limite la foi au rituel, au discours. Je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus dans la pratique. Absolument. Et que aussi au niveau de notre culture, qu'on fasse disparaître certaines traditions qui nous retardent. Tout à fait. Donc, il faut avoir le courage d'en parler, n'est-ce pas, donc, pour pouvoir s'en séparer. Ce sont des facteurs qui nous bloquent. Tout à fait. Ce sont des facteurs qui nous bloquent. Et même si vous suivez l'itinéraire de nos guides religieux, vous verrez qu'ils ont beaucoup mené ce combat-là. Absolument. Au niveau social, pour que certaines traditions disparaissent. Et comme vous le savez, les traditions sont tenaces, très tenaces. Mais espérons que, un jour, tout cela va disparaître. Absolument. En tout cas, vraiment, nous avons été très heureux de vous recevoir, docteur Mandi Diouf également. Merci. Votre ouvrage s'appelle Cheikh Ibrahima Fall, l'itinéraire d'un homme d'action de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous sommes à la fin de cette première partie. Vraiment, nous vous remercions d'être passé sur ce plateau et bonne continuation. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Nous allons poursuivre avec la seconde partie de cette émission en recevant un titulaire d'un diplôme d'art dramatique du Conservatoire national des arts de Dakar. Il est comédien et metteur en scène sénégalais de grande renommée. Il vient nous parler de la nouvelle pièce qu'il met en scène intitulée Djangal. Nous recevons M. Abdelkader Diarra. Nous allons terminer cette émission avec un titulaire d'une licence en agriculture écologique et biologique de l'Institut supérieur d'agriculture et d'entrepreneuriat à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est également jeune poète et slameur de grand talent. Il vient nous présenter son recueil intitulé Poésie et prophétie. De son vrai nom, Khadim Bambadia, nous accueillons Plume Perdue.
Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous allons commencer par vous, Abdelkader Diarra. Vous venez nous parler de votre pièce que vous mettez en scène qui s'intitule Jungle. Mais peut-être avant d'en parler un peu, on va faire peut-être on peut parler de votre carrière parce que ça fait longtemps qu'on ne vous voit plus sur les écrans. C'est vrai que vous êtes plus connu sur le nom de Kader Pissimilico, je pense. Oui, effectivement. Qui a été un succès auprès des jeunes et des moins jeunes. Depuis lors, on vous voit plus souvent à la télé. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que je suis sur la scène. Je suis un artiste de scène. Et je ne suis pas vraiment un artiste de télévision parce que voilà, j'avais fait une digression un peu par rapport à mon art et j'ai chanté pour les enfants parce que les enfants, ça m'intéressait beaucoup. Et j'avais remarqué aussi qu'au Sénégal, on ne s'occupait pas beaucoup des enfants, qu'il n'y avait pas vraiment, à part Mariam Samba en ce moment-là, qui faisait ici une émission pour les enfants, personne ne pensait aux enfants. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire un tube pour les enfants, des spectacles de jeunes publics. Étant comédien, j'ai fait La belle histoire de l'aigle et lièvre, j'ai fait une tournée africaine avec ça. Donc je me suis bien intéressé aux enfants, d'où Pichinini qui m'a vraiment poursuivi, pas suivi, poursuivi jusqu'à présent parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas aussi ce que je fais et ce que je suis dans... C'est un peu comme Serigne Ndiaye Gonzalez, Mamdé Banerou, exactement, ça l'a suivi. Donc moi je suis formateur à l'École nationale des arts, j'enseigne le théâtre, l'art dramatique et je suis metteur en scène. Et je fais des mises en scène, voilà, je suis dans la formation. Donc, du coup, je ne suis plus devant les caméras. Les caméras, si, parce que je fais aussi dans les séries, je suis dans le cinéma aussi, je fais des films. Voilà. Ceux qui ne me voient pas, c'est assez normal parce que je suis sur la scène et c'est le public, c'est l'art vivant. Absolument. Voilà. Et cette nouvelle pièce qui s'appelle Jungle, on suppose que ça parle d'éducation, c'est ça? Ça parle de l'Afrique, en fait. C'est une pièce qui nous fait voyager à travers le passé de l'Afrique pour diagnostiquer un peu la colonisation, la décolonisation, l'esclavage et après ouvrir des perspectives pour cette jeunesse-là pour qu'on ne puisse pas être passif. Que la jeunesse africaine ne doit pas être passive par rapport à la mondialisation. C'est-à-dire nous subissons, on ne devrait pas subir. On dit jungle, on doit apprendre de ces gens-là qui nous ont précédés. C'est-à-dire, dans ce texte-là, c'est plusieurs textes à la fois qu'on a mis en transition. Il y a de la poésie, il y a des discours de Mandela, Sankara, Lumumba, l'histoire de Lumumba. Il y a des textes de Shakespeare, de Cassimi qu'on a mis ensemble pour éveiller un peu le public, pour ouvrir des perspectives d'avenir pour l'Afrique. Et c'est à ça que sert le théâtre aujourd'hui. D'où le nom de notre troupe qui s'appelle Kankura. Kankura. Voilà. Absolument. Laura. Bonsoir, Monsieur Diarra. Bonsoir, madame. On a hâte d'aller voir alors Jungle finalement et pour apprendre un petit peu aussi sur, comme vous l'avez dit, le passé de l'Afrique. Pour parler un petit peu justement de votre rapport dans le théâtre au niveau local, j'ai pu voir que vous avez participé à l'occasion, le 27 octobre dernier, de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel, avec le comité de relance du théâtre sénégalais, justement, à une journée sur le thème de l'apport du théâtre dans le patrimoine audiovisuel. Et c'est vrai que vous parlez vous-même d'ailleurs de cinéma, de scène. Quel regard vous portez un petit peu aujourd'hui sur justement les liens qu'il peut y avoir entre cette industrie-là et l'art à la base et la scène, les arts vivants, comme vous dites? Quelles conclusions avez-vous finalement tenues de ces rencontres-là et comment vous pouvez un petit peu nous expliquer justement les ponts qui peuvent se faire entre les deux et comment justement le théâtre peut bénéficier de cet apport-là qu'il apporte, je veux dire de cette influence qu'il donne à la télévision? Oui, en fait, il n'y a pratiquement pas de pont. Je pense que quand on parle de comédien, c'est le comédien qui devient acteur. Quand là, on va parler un peu technique. Il y a une différence entre le comédien et l'acteur, mais la formation, elle est la même. C'est les jeux qui sont différents. Un comédien, il est sur la scène, il amplifie son jeu. L'acteur, il est devant la caméra, le jeu est intérieur. Donc c'est ça un peu la différence. Mais le comédien est beaucoup plus apte à être acteur que celui qui comprend. Vous savez, aujourd'hui au Sénégal, on a tendance à faire des castings partout.
Casting sauvage. Oui, des castings partout. C'est-à-dire on a des stars, ce pas des stars, c'est des stars qui naissent parce que, voilà, je prends l'exemple de Atlantique. Atlantique, le rôle principal, c'est quelqu'un qu'on a vu dans la rue à Guédiawaye, qu'on a coopté, Mais ça se fait partout, hein, ça. Voilà. Il y a des gens qui sont spécialistes du casting. C'est des scouts, quoi, qui parfois peuvent trouver la perle rare aussi. Oui, mais bon, je pense que la formation est pour beaucoup quand même. Par exemple, je vous donne un exemple. Denzel Washington, dans plusieurs films, c'est pas le même. Mais ceux-là, dans plusieurs films, c'est tout le temps la même personne. Il n'y a pas de différence. Donc c'est ça la différence. Mais les grands acteurs, parfois, j'ai l'impression qu'ils jouent... C'est les scénaristes qui s'adaptent aux personnages. Parce qu'on a l'impression qu'ils jouent toujours de la même manière. Au cinéma. Donc parfois, les scénaristes, ils font des scénarios qui ressemblent un peu à Denzel Washington, sa façon de faire. Des gens comme Harrison Ford, tu auras toujours l'impression qu'ils font les mêmes rôles. Parce que ceux qui changent de rôle, c'est très rare. Comme Brad Pitt, par exemple, lui, il fait tout. Ouais, en fait, un bon acteur, c'est quelqu'un qui change, en fait, qui incarne un personnage. C'est-à-dire ce n'est pas le nom de l'acteur, d'autant plus que le nom change. Donc, il doit incarner un personnage. Et ce personnage-là, il faut savoir aussi sa personnalité, sa mentalité, sa psychologie, d'où il vient, de quelle famille, son histoire. Tout ça, là, c'est à créer d'abord pour pouvoir... un bon jeu d'acteur. Voilà, un bon jeu d'acteur qui va peut-être changer le jeu que vous aviez fait dans un autre film. Bon, là, c'est des trucs un peu techniques, mais bon, voilà. Pour en revenir à la question, Sarah, c'est que aujourd'hui, au Sénégal, le théâtre était en train de mourir parce que tout le monde s'intéresse à l'audiovisuel. Et l'audiovisuel, comme j'ai l'habitude de saboter ces gens qui sont là, c'est une agence matrimoniale. Et quand il y a vraiment, les actrices principales de ces films-là se marient au bout d'une saison. Donc, du coup, tout le monde vous n'êtes pas gentil, là. Oh, ben, c'est ce que j'ai remarqué. Hein. Je pense que tout le monde l'a remarqué. À chaque fois, on vous dit tel s'est marié, tel de telle série s'est marié, tel de telle série. Moi, ça me fait rire, en fait. Khalima, je pense qu'elle est toujours célibataire. Hein. Elle va bientôt se marier. Voilà, du coup, ce qu'on a trouvé, parce que bon, c'est beaucoup plus facile d'être dans l'audiovisuel que d'être dans l'art scénique, l'art vivant. C'est beaucoup plus contraignant et beaucoup plus physique. Absolument. Donc, ils ont tendance à délaisser cet art-là pour aller vers l'audiovisuel qui, aujourd'hui, vous fait connaître. Et le succès, il vient rapidement, donc les gens, c'est ça, quoi. Mais ce qu'on a trouvé, nous, pour pouvoir pallier à tout ça, par rapport à cette journée, c'est de faire des captations. Moi, je me rappelle quand j'étais dans la compagnie Les 7 Cousses, il n'y avait qu'une seule télé au Sénégal. On venait souvent ici à la RTS, dans cette salle-là, faire des captations de nos pièces. Et à travers ces captations, on était connus de partout au Sénégal et ils savaient que le théâtre existait. Et dans le monde entier, on nous connaissait partout. On allait au Massa, Carthage, Limoges, Avignon. Les gens nous connaissaient déjà. Et ça fait une promotion de cet art-là. C'est ce qui n'est plus maintenant. C'est pour cela qu'on vient vers vous et on vous invite à venir vraiment prendre quelques captations de ça pour qu'on puisse faire la promotion de cet art qui est en train d'agoniser au Sénégal. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Alors, très heureux de vous recevoir. Je pense que vous êtes un très grand artiste et vous avez peut-être bercé une partie de notre jeunesse. C'est une très bonne chose. Félicitations pour ça. C'est vrai que parfois, on vous voyait plus. Peut-être que vous venez de dire pourquoi. Vous êtes derrière la caméra parce que vous êtes dans une dynamique de partage. Je pense que c'est une très bonne chose. À un certain moment, quand on accumule de l'expérience, il faut partager cela avec une autre génération parce que aussi les choses changent. L'écosystème bouge. Aujourd'hui, c'est vrai que le cinéma, l'audiovisuel au Sénégal prend une autre tournure. Même si, quelque part, je partage un peu votre inquiétude, malheureusement, on a l'impression qu'on est dans une mécanique de stars qui ne sont pas forcément formés, etc. Qui apparaissent. Lui, il dit que c'est des stars, quoi. Ouais, voilà. Et c'est ça, parce que des fois, moi, quand je regarde, parce que je m'intéresse surtout souvent à ces films-là, à l'histoire, comment on écrit, comment c'est écrit. C'est pourquoi je regarde. Mais souvent, malheureusement, ce qui est écrit n'est pas très bien joué, n'est pas très bien ressorti. Donc, au bout de quelques temps, on s'ennuie parce que c'est mécanique. Il n'y a pas d'émotion, etc. Peut-être un certain coaching ou certaines formations pourraient
aider à un peu rectifier le tir. Autre chose aussi, pour moi, l'art scénique, c'est important. Le théâtre sénégalais nous a valu beaucoup de satisfaction à travers le monde, mais c'est aussi peut-être, pour moi, le moment de s'adapter. C'est-à-dire qu'il faut rejoindre le peloton audiovisuel. Il faut faire en sorte que ce que vous faites et que le grand public ne voit pas soit diffusé pour que nous ayons une certaine vue sur ça et pour que même nous voulons nous déplacer pour assister à ce genre de spectacle. Donc c'est à vous peut-être quelque part de vous adapter ou de vous réadapter parce que quitter un peu voilà, le cadre d'un entre-soi de puriste parce que voilà, les autres ne sont pas très bons, etc. Il faut vous adapter et comme ça va permettre de faire une émulation saine et en tout cas une meilleure émulation. Alors moi, ma question, c'est, je reviens à Djangat. C'est important. Pour moi, l'éducation, elle est cruciale, elle est fondamentale. Au-delà d'être un ascenseur social, nous avons besoin d'enseigner notre histoire, de la vulgariser, de faire un tintamarre avec l'histoire africaine, surtout pour les jeunes. C'est pourquoi ma question, est-ce que vous pensez que Shakespeare pourrait aider à partager l'histoire de l'Afrique dans votre scène? Non, en fait, c'est des discours de Shakespeare qu'on utilise, en fait, pour étayer nous ce qu'on veut dire. Pourquoi lui? Y a-t-il pas d'autres qui sont plus habilités à le faire? Si, mais on a pris Afrotopia de Felwine Sarr. Oui. Cheikh Anta Diop est dedans, Sankara est dedans, Lumumba est dedans, mais il faut s'ouvrir aussi. S'ouvrir, aujourd'hui, je pense que Shakespeare, il a parlé à tout le monde. Hein. Il n'a pas parlé qu'aux Anglais, il a parlé au monde. Donc, il faut... Oui, attendez de voir cette pièce, vous allez comprendre. Je ne veux pas tout dévoiler aussi de cette pièce. Non, je ne fais pas du jugement, mais je veux dire, il a été quand même dans une entreprise coloniale. Il a été dans ça, dans une certaine époque où il a, je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la personne habilitée pour parler de rupture? Parce que vous nous dites qu'il faut... Ou bien est-ce que vous visitez ce passé-là en parlant de son rôle? C'est-à-dire que vous ne l'amendez pas, vous donnez le rôle qu'il a eu dans tout ça. Comme j'ai dit au début, on a parlé de colonisation, oui, d'esclavage d'abord, oui, de colonisation, de décolonisation, okay, et maintenant de mondialisation. Le rôle des jeunes Africains dans la mondialisation. D'accord. Donc c'est des époques, c'est à travers des époques, c'est des récits à travers des époques. Et quel est le rôle des jeunes pour la mondialisation, d'après Djangat? Djangat, c'est d'apprendre de ces discours de Sankara, d'apprendre de ces discours et de la vie de Mandela, d'apprendre de la vie de Lumumba. Ça, tous ces gens-là, vraiment, on devrait apprendre d'eux pour pouvoir aujourd'hui représenter l'Afrique dignement. Quand je dis l'Afrique dignement, c'est la culture africaine. La culture, elle est tellement importante que les gens oublient que la culture peut coloniser. Je pense que les Européens, les Américains nous ont colonisés à travers d'abord leur culture. Et, il paraît qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique voulait reconstruire l'Europe et ils ont demandé à ce que, en paiement, que les films, 80% des films américains soient joués dans les salles. Oui. C'est ce qu'ils ont accepté. Le plan Marshall. C'est ce qu'ils ont accepté. Ouais. Vous avez vu, en ce moment-là, économiquement, ils les ont colonisés. Je pense qu'avec l'Afrique, qui a une culture beaucoup plus intéressante que les autres, pour moi, pourrait coloniser le monde. Si on s'y met tous ensemble et solidaires, si on est solidaire et s'il y a l'union, on peut coloniser le monde. Ou partager tout simplement, ne pas faire comme les autres. Si, c'est ça, exactement. Absolument. Peut-être un mot plume perdue par rapport à tout ce qui est arsenic, je pense que ça vous intéresse beaucoup. Oui. Et je pense qu'à travers Djangal, son message, c'est ce qu'il nous faut. Moi, je suis beaucoup plus intéressé par ce qu'il a dit. Actuellement, le théâtre au Sénégal est en train d'agoniser. C'est un constat que tous les artistes de scène ont fait. Parce que si nous suivons beaucoup d'artistes qui sont en train de faire des tournées ailleurs, nous voyons la place que le théâtre de scène occupe. Et c'est très dommage actuellement au Sénégal à cause de l'entreprise du cinéma. Et je pense qu'une telle pièce et une telle émission pourrait aider à remédier à ça. Absolument. On va terminer avec vous, avec votre ouvrage, votre recueil de poèmes que vous venez nous présenter, qui s'appelle Poésie et prophétie. On voit que vous êtes non seulement un poète, vous êtes également un slammer. Et il y a beaucoup de ce dynamisme de l'art oratoire qu'on ressent à travers vos poésies. On ressent cet art parlé africain. C'est votre style, vous, d'écriture?
En réalité, à travers ce livre Poésie et prophétie, rien que par le titre, nous donnerait un air ésotérique, mais sa dimension métaphysique note à rien son ancrage dans le réel. Donc c'est une aventure de 36 poèmes. 36, ce n'est pas un hasard. 3 et 6 font 9. En islam, le chiffre 9, c'est la naissance. 9 a même la forme d'un fœtus. Ah oui, 9, c'est la naissance en islam. Ouais. Ah bon? Où est-ce qu'on a écrit ça? Comment ne pas parler de... On n'est pas dans une émission religieuse, restez dans son élan. Comment ne pas parler de l'alternativité du 6 et du 9. Donc, 96, c'est le verbe. 6 moins 9. Ouais, donc, ici, ces poèmes, ces textes sont appelés à être dits, à être déclamés comme le verbe et à être chantés. C'est voilà pourquoi on sent beaucoup cette dimension orale dans cette poésie. Parce qu'à travers ce style d'écriture, nous qu'on a dénommé le ndiakhas poétique, l'idée c'est de faire des rythmiques prosaïques dans une dynamique poétique. Voilà. Donc mélanger l'art qui est dit et l'art qui est écrit. Donc l'idée de ce poème, c'était de ce recueil, c'était de donner à la poésie toute sa musicalité. Absolument. Vous allez nous faire un slam, peut-être à la fin de l'émission. Mais par rapport à votre parcours, est-ce que c'est l'art qui vous a mené vers la métaphysique ou bien c'est la métaphysique qui vous a mené vers l'art? Vers l'art. En réalité, je ne veux pas répondre à une question qui occupe beaucoup de nos lecteurs. C'est-à-dire, ce livre raconte une histoire, l'histoire d'une prophétie. Et dans cette prophétie, il y a beaucoup de personnes, après avoir lu le livre, ils me demandent, c'est ton histoire? Ce n'est pas mon Vous êtes devenu prophète? Peut-être. C'est une très belle révélation. Là. Ouais, je veux donner la chance à ceux qui n'ont pas encore lu ce livre de découvrir ça. C'est pourquoi je tenais d'abord à faire cette précision. Mais pour moi, peut-être c'est l'éducation que j'ai reçue, peut-être c'est mon environnement. Mais je sais que je suis quelqu'un qui, je ne sais pas observer, mais je sais beaucoup écouter. J'écoute beaucoup mon environnement. Et je pense que tout ce qui nous entoure, d'habitude, quand on était beaucoup plus jeunes, on disait que voilà, il y a des êtres vivants et des êtres non vivants. Moi, dans la dynamique d'écouter, j'ai su comprendre que même ce qu'on appelle les êtres non vivants, ils vivent avec nous, mais notre manière de vivre diffère. Absolument. Et c'est de cette même manière-là que j'ai puisé mon inspiration de partout et de nulle part. Peut-être pour encore parler de l'éducation, les chassidas de Serigne Touba, le Coran, de l'enfant qui babille, de la lune qui embrasse le soleil, du vendeur de melons qui crie Aïwakhal. Donc, à force d'écouter, c'est peut-être ce qui m'a donné cette connexion avec cette métaphysique. Absolument. Et après, pouvoir faire un dialogue entre métaphysique et art. Absolument. Je sais que Laura a beaucoup aimé cet ouvrage de notre poète-prophète. Exactement. Bonsoir, Plume perdue. Bonsoir, Laura. Félicitations pour cet ouvrage et effectivement, j'ai beaucoup apprécié. Déjà, j'ai découvert le ndiakhas poétique parce que je ne connaissais pas. Et puis, même au niveau de la langue, on voit que parfois, on passe du français au wolof, du wolof au français. On voit qu'il n'y a pas de limite, en fait, à cet art-là. Et c'est ce que j'ai bien apprécié dans votre travail. Non seulement les thématiques que vous avez voulu aborder entre la mort, la vie, comme vous l'avez dit, avec le 6, le 9, la naissance et autres. Et ce sont des thématiques qu'on reconnaît beaucoup dans les différents poèmes que vous avez proposés. Mais aussi comment vous utilisez en fait les sens pour partager en fait les réflexions que ça vous donne par exemple quand vous parlez de l'île de Ngor et de ce que ça vous procure de vous rendre là-bas, tout ce qui est justement au niveau de l'espace, on ressent beaucoup de choses en fait quand on lit vos poèmes et pour ça je voulais vraiment vous féliciter parce que c'est très bien écrit évidemment et justement par rapport à ce que vous apportez aussi dans ce milieu-là de la poésie. J'ai cru comprendre que vous aviez aussi un certain engagement associatif et que justement on parlait tout à l'heure de transmission avec Monsieur Diarra et de l'expérience qu'on peut acquérir pour ensuite
partagé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre engagement auprès des autres pour pouvoir un petit peu apprendre à faire de la poésie avec le slam et de comment en fait ça peut se structurer aussi au niveau des jeunes, au niveau des étudiants, parce que j'ai pu voir que vous étiez aussi au sein d'une association et d'un club, Dark Kebetu Club, si vous pouvez nous dire un petit peu plus, parce que je pense que justement les ateliers d'écriture, les présentations d'ouvrages et en fait pouvoir toujours s'enrichir de nouvelles productions, c'est aussi ça qui permet de s'améliorer en tant qu'artiste et qu'écrivain. Merci beaucoup à Laura, merci pour la lecture. Merci d'être passé par la poésie, d'avoir écouté le message du prophète, comme Tierno l'aurait dit. En réalité, voilà, j'aimerais d'abord parler de la langue. Donc, j'aimerais bien citer Lam Falkala, qui m'a déjà parlé de Perte de Am de Kouaï, la liberté elle est sans abri. La liberté elle est sans abri. Donc, à travers ce livre, on a essayé de pousser nos limites au maximum. Dans ce livre, c'est 3 langues. C'est le français, c'est le wolof et la musique. Et je viens de découvrir récemment qu'il y avait une 4e langue qui est la sensation. Donc, c'est ça en réalité. Donc, pour revenir à votre question, oui, parce que comme le théâtre est en train d'agoniser, actuellement, l'édition au Sénégal aussi souffre, surtout pour les jeunes de mon âge. J'ai dû marcher sur des braises ardentes pour pouvoir réaliser ce manuscrit. L'édition, elle est hyper terrible. Déjà, on nous propose des prix catastrophiques pour ensuite nous rendre un papier qui n'est même pas satisfaisant. Donc d'abord, ça, c'est un message à travers ça. Dire aux éditeurs, dire aux auteurs qui sont là d'écouter et de tendre la main à cette jeunesse qui écrit. Cette jeunesse, elle écrit beaucoup, mais elle est bloquée. C'est pourquoi nous, dans l'optique de participer à cette lutte, de donner une solution, on a récemment mis à Saint-Louis Dark Kebetu Club, qui est un club de lecture et d'art oratoire que nous avons initié. Donc nous nous rencontrons les samedis par 15 semaines, par 15 jours, et nous faisons nos activités à l'Institut français du Sénégal à Saint-Louis. Donc là-bas, nous recevons des écrivains, des poètes, des slameurs qui font des ateliers d'écriture pour les jeunes élèves et étudiants de la région de Saint-Louis. Et à travers cette nouvelle rentrée scolaire, nous allons bientôt organiser un concours de slam interscolaire à Saint-Louis, Kai Slam. Donc, dans l'optique de pouvoir aider la jeunesse à travers quelques partenaires qu'on a commencé à coopter, pour pouvoir ceux qui ont des projets d'écriture, de pouvoir sortir leur manuscrit et voilà, de pouvoir permettre à cette jeunesse écrivaine de briller. Merci, on vous encourage. Bonsoir Hadim Bamba. Bonsoir Jarno. Alors, moi c'est un plaisir chaque fois de rencontrer un jeune qui écrit. Vous avez beaucoup de talent. Et moi, j'adore la poésie. C'est vrai qu'il y a un très grand auteur qui disait qu'au summum de la philosophie, on a la poésie. La poésie a quelque chose de métaphysique, effectivement, quelque chose d'intrinsèque, quelque chose qui nous connecte à un flux qui n'est peut-être pas fondamentalement ce flux rationnel que nous voyons tous les jours. Peut-être c'est pourquoi vous êtes dans la prophétie. Alors, nous sommes très heureux de recevoir un prophète. J'espère que vous allez prier pour ce pays. Et mais c'est vrai qu'il y a une ONG très célèbre au Sénégal qui risque de vous poursuivre pour que vous déclinez les preuves de votre prophétie. Mais bon, cela dit, la prophétie, c'est juste un message. Être prophète, c'est être un message. Pour moi, Bob Marley, c'est un prophète. Et d'autres comme lui l'ont été. Et nous continuerons d'avoir des prophètes parce qu'on a besoin de messages positifs. On a besoin de messages qui façonnent notre société, notre vivre ensemble. Et quand un jeune parle ne pas confondre messager et prophète. Oui, on parle de message. C'est un autre débat. Voilà, on parle de message. Je pense qu'il est dans ce message. Il l'a bien martelé dans cet ouvrage-là. Il a de beaux messages, des messages intéressants. J'ai apprécié que vous fassiez le clin d'œil aux vendeurs d'islam, qui sont mes amis. Il y a aussi mon petit frère Pati Djei, que j'ai vu avec sa belle post-fesse. C'est très intéressant, votre ouvrage, parce que c'est plusieurs thèmes que vous développez. Et on sent surtout qu'il y a vraiment vous dans cet ouvrage. Vous écrivez avec le cœur. Quand on vous lit, on sent que vous êtes en train de vous déposséder. Et vraiment, vous êtes en train de coucher sur le papier vos émotions. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, le style aussi. Je pense que si vous continuez à beaucoup lire, à beaucoup travailler, vous serez un grand poète. Parce que aussi, la poésie n'est pas facile.
C'est un art qui demande beaucoup de concentration, qui demande beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur et beaucoup de constance. Je vais en arrêter là parce que, comme vous le disiez, comme c'est entre l'écrit et le dit, moi j'ai envie de vous écouter. Voilà. Donc il faut... Je vais partager un slam. Avant de parler de slam, j'aimerais parler de messages, toujours de messages, parce qu'il faut quand même revenir sur ce qu'il disait tout à l'heure. Voilà, on risquerait peut-être de nous attaquer sur les réseaux. Voilà, il y a Elas Nongo, par exemple. Souvent, il me dit « Boy, et tout ». Donc je pense que c'est là où se trouve la beauté de la poésie. Oui. Mais il faut juste savoir que c'est un artiste. C'est la licence du prophète. Un artiste qui donnait son message. La licence du poète, je dis la licence du prophète. C'est un lapsus révélateur. Donc c'est comme quand on dit poésie, on dit prophétie. Oui, exactement. Poésie, prophétie. Donc ce message, c'est pas... Ce livre a été travaillé, ce message n'est pas un hasard. Partout dans ce livre. Même avec la couleur, quand on parle de bleu-noir, c'est bolo noir. C'est le message qui appelle à l'unicité. Noir et blanc, c'est Asaman Aksouf, Daragenoussi, Serigne Touba, Werl dans sol, Chebre dans sol, Nour. Gris noir, c'est Goré noir. Donc le message, il est là, il est partout. Le message, il est sur nos tenues. Il faut écouter l'artiste, il faut essayer d'aller vers ce message et ne pas sombrer dans cette indignation sélective de cette société. Oui, mais je veux dire, pour te rejoindre, l'artiste, c'est quelqu'un qui assume une certaine singularité. On est dans une société qui est capable de... C'est une matrice violente parfois, mais il ne faut pas avoir peur d'être singulier. Il ne faut pas avoir peur de dire ce que l'on pense. Il ne faut pas avoir peur d'exister en tant qu'artiste. Maintenant, les conjectures, tout cela, on ne les contrôle pas. Les gens vont continuer à dire ce qu'ils pensent et ils ont le droit aussi. Voilà. C'est là où se trouve. Je voulais rajouter que l'artiste, il doit être lui, c'est-à-dire il est marginal. Tout artiste doit être marginal. Sinon, s'il est commun, il est comme les autres, on ne le regarderait plus. Et puis, prophétie pour prophétie, quand l'inspiration est divine, l'artiste est un prophète. C'est Dieu qui lui souffle son inspiration. Donc, il est envoyé. C'est le plus proche du Très-Haut. Exactement. Les artistes, en fait, c'est les relais. Donc, avant de faire peut-être le slam, vous allez me permettre de vous remercier d'être passé sur ce plateau. Remercier Abdelkader d'être passé. Je pense que c'est un plaisir pour les téléspectateurs de le retrouver. Remercier mes co-présentateurs, Laura Fortes, Thierry Suleiman Diopnian. Remercier tous les techniciens de la RTS et tous les téléspectateurs. Oui. J'invite tout le monde à venir voir demain, lundi le 28, au Centre culturel Blaise Senghor, la pièce Djangal. À quelle heure? À partir de 18h. À partir de 18h. J'invite tout le monde, voilà. Absolument. Oui, ça il fallait impérativement de le dire. Exactement. Voilà. Lundi, demain, lundi 28, à partir de 18h au Centre culturel Blaise Senghor. Voilà. Je vous remercie également tous les téléspectateurs qui nous regardent tous les dimanches soirs. À dimanche prochain, Inch'Allah. Entre la grandeur de sa plume et la sacralité de ses vers, je le jure, solennellement que ceux-ci ne suffiront guère. Quand me vient le moment idéal pour écrire, il devient ma muse parfaite, tel un chef-d'œuvre à décrire. Ses poèmes se réincarnent en dompteurs de cœur, fervement. Il nous arrose de bonheur. Je sais que je ne suis pas le premier à le chanter. Je sais que je ne serai pas le dernier à l'éloger. Éternellement, le ciel, je ne cesserai de prier pour que cette modeste chanson soit sa préférée. Je chante le fondateur de Touba. Je chante le fils de Mamor Antasali. Toute sa vie, il l'a servi à Rasoulillah. Je chante Khadim al-Mustafa. Je chante le fils de Sokhna Diara, Baye Bassirou Akbar, le fondateur de Touba, le vainqueur de Mayomba, le vainqueur de tous les temps. Je chante le vainqueur de Mayomba. Ki ma wara top ab ñangalem jub di jubal jubanti jëfaka jéem koko di Seexul Xadim ay jalooreem deesu ko miin moom mi yeesal l'islam yëkkati ko yaatal ko màggal yonent bi wéetal borom bi tekki alxuraan ba ñëpp jot si du junne du malayka weesu na nit moo leen raw moo fi sut moo nu defi murit. Je chante le vainqueur de tous les temps. 10 août 1895, il s'en allant avec eux, laissant peur et désolation derrière lui. Le système de répression du colonialisme était inouï, oui, car aussi grand téméraire, ils n'ont jamais vu. Il brava tous les écueils dans une mer mouvementée, dernier rempart après la période exsangue des négriers. Khadim Rassoul, seul face au défi, cette coriace et pénible année, pour qu'à l'Occident, défaite, soit servie. Jërëjëf Serigne Touba. Taxawaayu Maam Bamba
dugal na si l'islam ku doonul woon jullit saa cofeeti Seexul Xadim tax na mënumaa doon lu dul murit dama doon ñaan yërmande leeru Bamba woyofal sama xol ma dellu di ñaan ngëm ñàngaleem Bamba feesal ko sama xol bul ko wutal mukk moroom ne kenn la fa sunu boroom moo ne yoxos ci sama xol tax may kennal sunu boroom fu ma julee tee ci yaa rasulillah dinaa fa sant xaadim rasulillah sànjaafu naa yoonu Bamba samp naa sama xel fasa roy si maam Cheikh Ibrahima Fall ay mbiram ëpp na xel aboo rijaal yaa wér te yaa gën a wóor yaa ki jara wër yaa ki léppum wér yaa nu defi góor budul woon ak yow Fall ñëpp réer ñuul ak weex yow la ki géer salaamaaleykum